comme le disait je ne sais plus quel philosophe, c'est que les nations ne sont pas assassinées, elles disparaissent quand elles se suicident. On va assister au 3e suicide de l'Allemagne. Déjà en 14, ils ont tué l'Europe, puis en 39-45, ils ont tué l'Europe, et là ils vont la tuer une 3e fois. Oui, l'inflation, c'est toujours trop d'argent, mais qui galope derrière, pas assez de produits. La façon dont vous réglez le problème, c'est que vous montez les taux, ce qui fait que la vélocité de la monnaie s'écroule et que le trop d'argent disparaît. On se retrouve, nous, Europe, transformateur de matières premières, qui n'arrive plus, on n'en a plus. Et la Chine, qui était de l'autre côté, dit « mais moi j'en veux, moi j'en veux, j'en veux ». Donc on va vers un rapport Chine-Russie qui est débile et qui est le suicide de l'Europe. Charles Gave, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle. On a 2-3 sujets à aborder avec la Russie et l'Ukraine. Seulement. Il y a la dimension militaire sur laquelle je ne vais pas forcément m'appesantir parce que je ne suis pas militaire. En fait. Tu vois, militaire. Et puis, la première victime de la guerre, c'est toujours la vérité. Donc, c'est un peu comme le soir des élections, tout le monde a gagné. Vous savez. Donc, on attendra que ça se décante. Ouais, et puis ça peut bouger assez vite, etc. Moi, le premier scénario sur lequel j'étais parti, parce qu'en 2014, j'avais beaucoup suivi les événements de Maïdan, et logiquement, la Russie voudrait l'Est de l'Ukraine. Alors, combien, comment, etc., on ne sait rien, mais le Donbass lui est acquis, et du coup, ce serait logique, quelque part, que c'est... Voilà. C'est-à-dire que ce que j'ai toujours dit sur l'Ukraine, c'est que c'était un drôle de pays, puisque l'Est était russe, le centre était ukrainien, l'Ouest était polonais et tout en bas, là, ils sont hongrois. Alors, si vous voulez, c'est pas vraiment des gens qui sont contents de vivre ensemble, quoi. Donc l'Ukraine d'aujourd'hui, c'est un peu le résultat de la fin de l'Union soviétique. On a eu des frontières un peu farfelues, quoi. Et je crois que ce que dit la présidente de la Géorgie actuelle, qui a vécu en France, c'est que les frontières, c'est les cicatrices de l'histoire. Et ben celles-là, elles sont encore un peu purulentes, ces cicatrices. Donc il faut trouver une façon ou d'une autre de régler ce genre de situations qui ne sont que le résultat d'erreurs historiques, quoi. Parce que quand même, un des principes fondamentaux de la diplomatie française depuis très longtemps, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc si vous voulez, si vous mettez trois nations qui ne peuvent pas se supporter dans le même pays, c'est compliqué. C'est compliqué au bout d'un certain temps, quoi. Et du coup, ce conflit, en tout cas, qui se dessine sur le plan militaire, c'est très fortement déporté sur le plan financier et économique, parce que l'Occident et les États-Unis, qui se battront jusqu'au dernier Européen, ont décidé en fait de rentrer frontalement en opposition avec la Russie via les sanctions. Oui. Et via notamment la militarisation de l'euro, comme le dollar. De l'euro et du dollar. Et là, c'est une chose très curieuse qui se passe, parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. J'ai essayé de réfléchir depuis très longtemps sur les problèmes de la monnaie. Vous savez, c'est un truc parce que la monnaie, c'est quand même un grand mystère. C'est pourquoi les gens l'acceptent, Schumpeter disait que c'était un sujet tellement compliqué et puis qu'il avait du mal à écrire dessus. Donc si Schumpeter a du mal à écrire dessus, qui était quand même le plus grand économiste de tous les temps, c'est qu'il y a un loup, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne sait très bien pourquoi ça marche, ce truc. Et donc, le grand avantage de l'Europe et du monde ensuite des États-Unis, depuis 8 siècles à peu près, c'est qu'on était les seuls à être capables de faire bouger l'argent. De le dématérialiser à gauche pour le faire rematérialiser à droite. Ça avait été inventé par les grands ordres religieux. Vous donniez de l'or aux Templiers à Jérusalem et vous le retrouviez à Toulouse. Quoi. Et ce que je veux dire, c'était tout à fait remarquable tout ça. L'invention des lettres de crédit, des lettres de change, etc. Ça a été une invention prodigieuse. Et en faisant ça, c'était notre avantage concurrentiel massif, cette capacité de faire bouger l'argent. Le système financier, on le dominait complètement dans le monde, si vous voulez, il n'y avait pas de doute. Et en faisant ça, on force les autres pays à se spécialiser à nouveau dans la gestion de l'argent et dans le mouvement de l'argent. C'est-à-dire qu'on se tire une balle dans le pied. On fout en l'air notre industrie la plus compétitive, où on avait un avantage comparatif parce qu'on avait le droit, si vous voulez. Tout le monde croyait que si vous aviez des immeubles à Londres, ils étaient à vous, quoi. Ben, on a appris qu'ils étaient à vous, que vous soyez noir, blanc, jaune, etc., ça serait à vous toujours, mais maintenant on vient de découvrir que si vous étiez russe, c'était pas à vous.
Alors les gens disent comment ça c'est pas moi. Et donc vous imaginez la joie des Qataris, des Saoudis et tout ça à cette idée. C'est-à-dire qu'on a détruit le droit de propriété et la capacité qu'on avait de gérer l'argent d'un seul coup, d'un seul, quoi. C'est-à-dire qu'on vient de se tirer une balle dans le pied, mais on s'est fracassé les deux pieds, quoi. Il n'y a plus rien. C'est un peu comme si on exportait de la nourriture, on était un très gros exportateur de nourriture, et puis finalement, les pays qu'on n'aime pas, on empoisonne le blé qu'on leur envoie, quoi. C'est ça. Et au bout d'un moment, du coup, personne ne nous achète notre blé parce que vous vous rendez compte qu'il est complètement pourri. Il est plus neutre. Il est plus neutre. Donc on a réussi donc, à politiser ça, et ça va avoir des conséquences absolument gigantesques. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant, vous allez automatiquement avoir deux systèmes financiers, un qui sera sous le contrôle des États-Unis et l'autre qui sera sous le contrôle on verra. Alors justement, il faut expliquer comment ça marche, parce qu'en fait, quand on dit on refuse l'euro, on veut plus de roubles, etc., en réalité, le dollar, comment ça marche? Est-ce que je peux envoyer des dollars à un Pakistanais? Il est où mon dollar? Il est au Pakistan ou C'est là où est toute l'astuce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que le dollar, il est toujours aux États-Unis. Et donc, vous allez envoyer justement le droit de propriété sur ce dollar, qui est aux États-Unis, de France au Pakistan. Et le type, ensuite, il aura accès à ces dollars, mais qui resteront aux États-Unis, parce que tous les dollars sont toujours aux États-Unis. Mais si d'un seul coup, vous cassez cette chaîne, vous dites non, le Pakistanais, il n'a plus droit au dollar aux États-Unis, donc vous vous retrouvez d'un seul coup avec toute une série de gars avec lesquels vous ne pouvez plus faire du commerce. C'est-à-dire qu'on vient d'instituer des barrières de change, des barrières commerciales, sur toute une série de pays qui se retrouvent en slip, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Ils n'ont plus de... Quand on dit j'applique le droit américain au dollar... Ben, le droit américain, il n'était pas appliqué au dollar jusqu'à une vingtaine d'années à peu près, mais le dollar, il était toujours aux États-Unis. Par définition, il ne peut pas être ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils peuvent appliquer le droit américain. Dès qu'il y a un mouvement en dollars, en fait, on demande à la Fed, pour simplifier, de faire le mouvement qu'on lui commande. Ben, de faire le mouvement, et ensuite la banque aux États-Unis dans laquelle le dollar sera déposé verra que la propriété passe d'un Français à un Saoudien. Parce que c'est lui qui fait le changement dans sa base de données. Dans sa base de données, on le voit. Et donc à ce moment-là, toc, mais un Saoudien... Et là, il prévient le juge en disant, bah tiens, il n'y a pas une loi chez nous là qui dit que entre le Pakistanais et l'Iranien, ils n'ont pas le droit de faire ça. Exactement. Et donc à ce moment-là, les dollars sont bloqués. Alors ils ont commencé à faire ça avec les Iraniens, puis maintenant ils le font avec les Russes. D'ici quelques temps, ils vont peut-être le faire avec les Chinois, mais ça sera plus difficile. Et donc on se retrouve dans un système où, dans le fond, le système dans lequel on était assez simple, c'est que si on faisait une transaction tous les deux, on échangeait des dollars, allez, il y avait 3 personnes qui étaient au courant, vous, moi et la CIA. Et donc, au bout d'un certain temps, les gens vont se dire, je ne sais pas si c'est une bonne idée que la CIA sache ce que je fais avec mes dollars. C'est pas possible. Donc, en extraterritorialisant le dollar et en interdisant l'usage pour certaines transactions, les États-Unis font réapparaître leur souveraineté sur leur monnaie, même quand elle est détenue par 2 étrangers qui l'ont gagnée honnêtement, quoi. C'est complètement antinomique avec le commerce international et la liberté des échanges et dans le fond, la sécurité de la possession, quoi. Alors pour comprendre quel impact ça a sur le commerce entre la Russie et l'Europe, quand les Russes nous ont envoyé du gaz, on leur a envoyé des euros, qu'est-ce qu'ils en faisaient de ces euros qui restaient à la BCE? Bon, alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vendaient sur le marché. D'abord, il ne faut pas oublier que le gaz qui est produit en Russie, il a un coût de production. Il faut payer des salaires, il faut payer des trucs et des machins. Donc les Russes vendaient sur le marché, je sais pas, 60% des euros qu'ils recevaient, contre des roubles. Donc il y avait un marché d'échange rouble-euro. Donc ils le vendaient dans le marché, parce qu'il y avait peut-être des gars à l'extérieur qui étaient contents d'avoir des euros, quoi. Et ils leur donnaient des roubles. Et à ce moment-là, ce qui se passait, c'est qu'ils en gardaient à peu près 40%, c'était leur marge, mettons, qui filait à la Banque centrale, et de là, ça devenait des réserves de change qui étaient déposées à la Banque centrale européenne. Mais aujourd'hui, ces réserves de change ont été bloquées, gelées. Et donc les Russes disent, nous, on ne veut plus maintenant être payés en euros, parce que, vous nous avez interdit de vendre ces euros contre des roubles, et 2, si les excédents qu'on mettait en réserve de change,
vous nous dites qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Donc, si je vous livre du gaz, c'est comme si je vous le donnais gratuitement, puisque vous dans le fond, la monnaie, c'est un outil de paiement. Ben, l'Europe a décidé que l'euro ne serait pas un outil de paiement pour les Russes. Si des Russes arrivaient avec des euros, ils n'avaient pas le droit d'acheter quoi que ce soit avec ces euros. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'ils ont démonétisé totalement l'euro. Alors, quand on parle de démonétiser, ça pose une question, c'est que si les Russes avaient des excédents, oui. des réserves de change, ça veut dire que quelque part, il y avait plus d'exportation du côté russe que d'exportation du côté européen. Mais ils avaient des comptes courants excédentaires, la Russie. Ils ont des comptes courants excédentaires. Donc ça veut dire que quelque part, nous, on est en déficit commercial par rapport à la Russie. Oui, et ça veut dire que les Russes étaient assez gentils pour nous vendre du pétrole et toucher en échange, on leur donnait en échange des obligations européennes, françaises ou allemandes. À taux négatif. À taux négatif, ce qui était quand même vachement sympa de leur part, quoi. Et pourquoi ils nous finançaient, en fait? Parce que là, du coup, ça veut dire qu'eux perdent de l'argent en nous envoyant du gaz. Ben, c'est-à-dire que le gaz, le prix du gaz, on espérait qu'il couvrait aussi ses pertes, que c'était... mais maintenant... en fait, c'est une ristourne sur le gaz, en fait? C'est littéralement une ristourne sur le gaz. C'est-à-dire que notre gaz nous coûtait moins cher. Et surtout, on pouvait le payer avec notre monnaie. On n'était pas obligé de le payer. Alors maintenant, ce que les Russes disent, c'est « vous nous donnez les roubles ». Il n'y en a pas de roubles, puisqu'ils ont des comptes courants excédentaires. Puis c'était pas une monnaie internationale, et puis il n'y en a pas. Autre possibilité, mais à laquelle je ne crois pas, c'est que les Européens se mettent à faire des émissions obligataires en russe qui vendront au peuple russe. Je ne sais pas s'ils vont beaucoup acheter ça, ni si même les autorités russes le permettront. Ou alors, il faut que les Européens donnent de l'or. Donc, ce que la Russie est en train de faire, c'est qu'elle est en train de réintroduire le système, l'or dans le système des paiements internationaux. Autrefois, au 19e, l'or, c'était toujours avec ça qu'on soldait à l'arrivée les déficits des balances commerciales, hein, comme ça. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'avait pas très confiance dans la monnaie du Ghan, ni si là on avait, je sais pas, des Deutschmark, ou je sais pas comment s'appelait la monnaie allemande, le mark, en Allemagne, peut-être ils n'allaient pas vous laisser y aller, donc on avait déjà la trouille qu'il y ait... Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait de l'or, parce que l'or, il est à vous. L'or, c'est le seul actif dans le système financier qui ne soit dans le passif de personne. Il n'y a pas de passif. Il a une valeur intrinsèque, il a une valeur endogène. Et ce que disait John Pierpont Morgan, qui était un grand banquier, donc au début du XXe siècle, il disait « l'or, c'est de la monnaie, tout le reste, c'est du crédit ». Et c'est vrai. C'est le coup qu'essaye de faire Bitcoin. C'est le coup qu'essaye de faire Bitcoin. C'est de devenir une monnaie endogène, c'est un truc qui n'arrive une fois tous les... oui, une monnaie où personne n'est débiteur, quoi. C'est ça. De quoi que ce soit. Le seul problème de Bitcoin, comme on l'a dit souvent, c'est quand il redescend dans un pays pour essayer d'acheter des choses. C'est là où il réapparaît dans le système monétaire et tout le monde redit, mais d'où ça vient ça? Alors que l'or, ça passe. Ben, l'or, vous arrivez avec une pièce d'or, comme je le dis toujours, avec une pièce d'or, vous allez voir n'importe quel paysan dans n'importe quel pays du monde, avec un Napoléon, et vous faites bouffer votre famille pendant une semaine de 4 personnes. Quoi. Puis même à la banque, on peut arriver avec de l'or en disant j'ai trouvé dans le jardin, ça passe quoi. Il faut l'expliquer, le coup dans le jardin. Le coup dans le jardin, il faut l'expliquer. Moi j'avais des amis qui avaient découvert que leur grand-père avait laissé pas beaucoup d'or à Genève, et ils l'ont découvert sur le tard. Et pour faire rentrer l'or dans le système, ça n'a pas été facile, parce que je crois qu'ils ont été obligés de le vendre à la mafia. Ah bon? Parce que c'était quasiment impossible de le faire rentrer dans le système légalement. Et la banque, la raison pour laquelle ils ont été obligés d'en sortir, c'est que la banque leur avait dit, donc vous avez de l'or ici, depuis 2 générations. Nous, on est obligés de le déclarer maintenant. Vous savez, c'est le moment où les banques suisses ont abandonné le secret bancaire. Pour les étrangers. Pour les étrangers. Mais je ne comprends pas une seconde pourquoi d'ailleurs les Suisses ont sauté dans le bateau des sanctions contre la Russie avec tant de... Parce que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis venaient à Bâle tranquillement et discutaient avec les banquiers américains, etc. Il y avait une espèce de terrain. Terrain, on disait, bon, ben, la monnaie c'est trop sérieux, donc on va pas. Or aujourd'hui, on a décidé que la monnaie redevenait complètement étatique, et de chaque État et de chaque nation. Donc on avait réussi à internationaliser la monnaie. Les monnaies, et c'est fini.
Alors pour continuer notre histoire, donc on se retrouve avec la Russie au global qui se retrouve obligée de remonétiser, de remettre l'or au milieu de la partie, Oui. parce que quelque part, si Ben, elle va elle te se payer. retrouve avec des euros, les euros sont pas chez elle, donc elle va se faire couillonner. Oui. Et à des part dollars les pareils. euros, et comme le marché du rouble n'est pas très profond, Bah à part bon. le rouble et à part l'euro, il reste l'or. Et là, globalement, ça veut dire qu'on solde les échanges en or. Bah Mais ouais. si on est en déficit, c'est-à-dire qu'on importe plus de la Russie qu'on leur envoie des bidules, Oui. ça veut dire que... Qu'est-ce qui va se passer? Ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que notre or va passer lentement mais sûrement en Russie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Ben, ce qui quand passe, on c'est que- prolonge la machine Heureusement, une ben, fois qu'on a envoyé l'or Ben, en imaginons Russie? qu'à un moment, on n'est plus assez d'or pour acheter notre pétrole en Russie, ben, ils cesseront de nous livrer. Et à ce moment-là, on aura une récession terrible. Et à ce moment-là, on repassera en compte courant excédentaire. Et l'or reviendra de Russie vers chez nous. Alors comment ça se passe justement, le rétablissement des comptes par la récession? Ben, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les importations baissent beaucoup. On se baladera les pieds nus dans la neige dans des sandales de chrétiens de gauche, là, vous savez. Et on sera très content parce qu'on sera vertueux, parce qu'on protégera la déesse Gaïa. Et on vivra comme des rats, et on aura des comptes excédentaires, quoi. Et là, à ce moment-là, globalement, ce qu'on exporte sera supérieur à ce qu'on importe, Voilà. et l'or va revenir. Et l'or reviendra. Et donc ça, c'est la régulation par l'or. C'est la régulation par l'or. Et qu'est-ce Qui est brutale, hein. Ah, Ça ça se fait du jour au lendemain ou ça se fait progressivement? Ben, vous savez, c'est comme ce que disait Oscar Wilde quand on lui demandait comment il s'était ruiné. Il disait lentement au début et très vite à la fin. Au début, ça commence lentement, puis à partir du moment où les gens se rendent compte que ça ne va pas du tout, ça a une tendance à l'accélération qui est assez désagréable. Et est-ce qu'on peut accélérer ce mouvement quelque part? Parce que je lis beaucoup en disant bah non, on ne payera jamais en rouble, on n'est pas content, le rouble, on ne payera pas. Vous êtes toujours pareil, si on ne paye pas le rouble, on n'aura pas le gaz, et donc c'est pas difficile. L'Allemagne a quasiment 50% de son gaz, qui est essentiel à son industrie, qui vient de Russie. Donc s'ils décident de ne pas acheter... Et il n'y a pas de gaz dans le monde aujourd'hui, si vous voulez. Il n'y en a pas, vous ne pouvez pas en acheter il n'y en a pas ailleurs. Aux États-Unis, il y en a un tout petit peu, mais en même temps, c'est du LNG, c'est-à-dire du gaz liquéfié. Et donc, vous n'avez pas de port en Allemagne qui soit équipé pour des bateaux LNG. Il faut 1 ou 2 ans pour bâtir les ports, et puis ensuite, tous les bateaux LNG, ils sont tous bookés pour les 3 ou 4 ans qui viennent, il faut les bâtir, donc si vous voulez... Et puis il n'y a pas non plus des excédents de fou non, aux États-Unis. Donc ça ne marchera pas. Ouais. Donc la seule solution, c'est que l'Allemagne, la moitié de l'industrie allemande fasse faillite, puisqu'elle n'aura pas d'énergie. Vous savez ce qu'on a souvent dit ici, c'est que l'énergie, l'économie c'est de l'énergie transformée, donc s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'économie, quoi. C'est bête comme chou, quoi. Et quand je vois cet animal de Macron qui déclare tranquillement qu'on va négocier, on va à partir de l'Europe, pour acheter notre gaz en Russie, comme ça on aura quelqu'un de costaud qui pourra négocier, ça me fait hurler de rire, parce que quand il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien à négocier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous dites, mais on va envoyer un plénipotentiaire, Madame von der, je sais pas quoi, von der Leyen, qui va négocier pour notre compte, et donc on sera plus fort. Vous marrez un coup, parce qu'elle va arriver en disant, elle va arriver en disant quoi? Je veux plus de votre gaz? Je veux le payer en euros? Bah, apparemment, il y a des pays qui sont prêts à aller jusque-là en disant bah, allez, on va commencer à rationner. C'est l'Allemagne, je crois, qui disait on va commencer à rationner le gaz pour. Oui, mais rationner le gaz, c'est pas simplement qu'on va avoir froid. C'est que les usines de voitures vont s'arrêter. Mais est-ce qu'il est possible qu'on aille jusqu'à s'auto-zigouiller, quoi? À un moment, c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais me demandez pas pourquoi, moi j'en ça a l'air quand même assez incroyable parce que... Vous savez, comme le disait je ne sais plus quel philosophe, c'est que les nations ne sont pas assassinées, elles disparaissent quand elles se suicident. Je crois qu'on va assister au 3e suicide de l'Allemagne. Déjà en 14, ils ont tué l'Europe, puis en 39-45, ils ont tué l'Europe, et là ils vont la tuer une 3e fois. Les Allemands sont des romantiques. Ils ont l'impression, si vous voulez, ils vont arriver et que s'ils sont dans le juste et dans le droit, ils vont gagner. C'est le côté protestant, ça? C'est le côté romantique, c'est le côté je vais avoir une belle mort. Oui, moi je préfère avoir une vie médiocre qu'une très belle mort. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, en tout cas.
Donc, les héros n'ont pas de descendance, ne transmettent pas leur ADN, vous savez. Oui, s'il y en a pas, ils meurent trop jeunes. Ça paraît idiot, mais enfin, il faut se souvenir. C'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être pour ça, parce qu'en général, s'il y en a un ou deux par génération, ils font peu d'enfants. Ils sont morts avant. C'est cynique, mais... Non, hélas. C'est comme le président de la République actuelle qui ne réussit pas à dire France. C'est un peu ça. Il n'arrive pas à dire Macron. Le président, il n'arrive pas à dire France. Ça, il est constipé du mot. Il n'y a rien à dire. Il faut mettre Europe à côté, tout de suite. Parce que ça... Oui, Europe, parce que ça détruit. C'est en même temps, quoi. Ouais. Donc, mais du coup, il incarne quoi? C'est qui c'est ce que j'appelle, c'est une distinction que je fais il y a déjà longtemps, que c'est les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Vous savez, les hommes des arbres, ils se mettent sous l'arbre, ils attendent que la coco... C'est une distinction qui vient de Polynésie. Donc vous avez les noix de coco qui tombent, vous êtes là tranquille, et c'est la chanson de Georges Brassens, auprès de mon arbre, je vis heureux. Oh, je vivais heureux. Bref. Et puis il y a les hommes des bateaux qui coupent l'arbre, qui en font une pirogue, qui vont voir si l'île d'à côté n'est pas mieux. Eh ben, ils représentent les hommes des bateaux. Et qui ont dominé, depuis la chute du mur de Berlin, les hommes des bateaux ont complètement dominé. C'est les hommes de Davos, c'est les oins du Seigneur, c'est tous ces gars-là, c'est l'Europe de Bruxelles. Donc ils représentent un désir d'avoir un système qui soit géré par des technocrates et non pas par des élus. Quand on dit homme des bateaux, moi ça me fait penser au commerce international. Ben oui. Voilà, de base. Et le problème, c'est que si on imagine un pays d'hommes des bateaux, normalement je m'attends à la Compagnie des Indes, enfin que c'était pas un très bon exemple, oui. Je m'attends à un commerce florissant, à la marine anglaise, je m'attends à... Mais aujourd'hui on est en déficit par rapport au reste du monde, donc c'est des bateaux un peu miteux, quoi. Mais parce qu'en France on est en déficit, mais en Italie on est en excédent. Je crois que dans le monde aujourd'hui, il y a 3 grands pays qui ont des déficits monstrueux. C'est les États-Unis, parce qu'ils avaient le dollar, ils peuvent solder avec leur propre monnaie. Donc il y a la Grande-Bretagne, qui était le précédent, et il y a la France. La plupart des autres pays sont en surplus. Donc il se passe un phénomène assez rigolo. C'est que le déficit mondial, enfin, puisque les deux s'additionnent à zéro. Dans le monde, ça fait zéro. Dans le monde, ça fait zéro. On n'a pas un déficit avec Mars. Donc, dans le monde, ça fait zéro. Ça veut dire que toute la demande excédentaire, qui permet une certaine croissance, elle vient de 3 pays ou 4. C'est rigolo quand même. Et donc, si ces 3 pays ou 4 commencent à avoir des grosses récessions, ça va douiller. Hein. C'est qui ces 3 ou 4 pays La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Oui. Oui. Et en gros, c'est si on leur coupe les vivres. Oui, en gros, je ne sais pas pourquoi ils auraient des récessions, mais s'ils ont une récession, les autres, ça va se transmettre par l'intermédiaire du commerce international à tous les autres pays. Ils n'ont plus de clients, quoi. Les autres n'auront plus de clients. Ils n'auront plus de clients. Parce que les autres vendaient à crédit à ces 3-là. Tandis que si on avait eu de l'or, les autres, ils seraient retrouvés excédentaires, puis ces 3 pays-là auraient été obligés de baisser leur monnaie. Gentiment. Gentiment. Donc, encore une fois, on a bâti un système où l'ajustement ne se fait pas à la marge, doucement, chaque jour, mais où l'ajustement se fait par immenses chocs, ce qui crée des crises énormes. Mais c'est la faute du libéralisme. Vous avez bien compris. Alors justement, ça nous emmène au taux d'intérêt. Oui. Parce que normalement, ce qui régule les prix à l'extérieur et à l'intérieur, c'est les taux de change et d'intérêt. Et les taux d'intérêt, les taux de change, ça régule le monde de la géographie. Où c'est bon marché de produire, où c'est bon marché d'acheter, etc. Bon. Et les taux d'intérêt, ça régule le temps. Donc les taux d'intérêt, c'est le rapport avec le temps. Et en mettant des taux d'intérêt négatifs, pourquoi vous avez des taux d'intérêt, me disait mon professeur d'économie il y a 60 ans, parce que les taux d'intérêt, ça vous compense contre l'incertitude du futur. C'est-à-dire, comme vous n'êtes pas certain, ou vous tapez une énorme ventrée aujourd'hui, mais vous n'êtes pas certain. Ou bien alors, vous mettez un petit peu d'argent de côté pour pouvoir payer à bouffer pendant un mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, c'est l'épargne. On compense le risque par un peu plus d'argent. On compense le risque, mais pas que vous ne touchez pas tout de suite, que vous toucherez là-bas. Mais si vous mettez des taux d'intérêt négatifs, logiquement, ça veut dire que le futur est plus certain que le présent. Ce qui est une impossibilité. Ça veut dire que ça fait 20 ans qu'en Europe, on est géré en fonction d'une impossibilité logique. Et c'est pour ça que nos économies se plantent, puisque vous faites disparaître l'épargne. Et c'est là qu'on en arrive à dire qu'il a réussi depuis 20 ans de nous faire un discount sur le prix du gaz, parce qu'en réalité, ils acceptent de perdre sur l'argent qu'ils ont en réserve
Pour quand même nous vendre des trucs, et puis en même temps, ils nous vendent peut-être le gaz un peu plus cher pour compenser contre cette perte. Ils ont ce moyen-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'à partir du moment où on n'a pas de prix de marché, ni pour la géographie, ni pour le temps, ben, le chef d'entreprise ne sait pas ce qu'il doit faire. Et donc, puisque c'est à partir de ces deux prix que tout se régule. Donc, ben, on est dans un système qui est l'Union soviétique, il n'y a pas de prix de marché. Donc, on va dépenser un argent fou pour puisque ça ne coûte rien. Comme disait Hollande, ça ne coûte rien, parce que c'est l'État qui paye. C'était quand même, de la part d'un président de la République, c'est quand même stupéfiant. Donc, vous avez ça. Ça ne coûte rien, mais à ce moment-là, on va acheter des miroirs magiques, on va acheter des panneaux solaires, quoi. Des panneaux solaires, des moules à vent, et en pensant que ça va remplacer l'énergie. Mais c'est pas vrai, puisque dans le système économique qui existe depuis un siècle, 80% de l'énergie vient de matières fossiles. D'abord le charbon, ensuite le pétrole, ensuite le gaz, mais c'est des matières fossiles, et ça n'a pas changé. On a dépensé des sommes folles depuis 10 ans dans toutes ces imbécilités, mais ça reste à 80%. Et maintenant, j'ai appris aujourd'hui, d'ailleurs, que l'Europe interdisait l'exportation de charbon russe. Là, ils interdisaient. Hein. On n'achète plus de charbon russe. On n'achète plus de charbon russe. Bon, ça représente, je crois, 5 milliards de dollars, c'est pas énorme. Mais si vous voulez, il y a des tas donc ça veut dire que l'Allemagne, qui a fermé son industrie nucléaire, elle n'aura plus de charbon russe. Et la Pologne, pareil. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas la moindre idée. On a mis une charbon en France. Il y en a encore non, mais il n'y en a pas. Il y en a pas. À l'Est, tout ça, il n'y a plus rien. On n'a jamais eu de bon gisement en France. Alors les Anglais, qui sont complètement idiots, ont décidé d'ouvrir le fracking de gaz, vous savez, le gaz de schiste. Mais en même temps, il faudra des années pour former les gars. Et alors, qu'est-ce qu'on voit justement sur les taux d'intérêt? Parce qu'il y a la Banque centrale américaine qui dit je vais remonter 9 fois les taux d'intérêt, mais avec une inflation à 8%, on peut dire bon, oui, on verra. Si c'est 0,25 à chaque fois, ça fait quand même pas grand-chose à l'arrivée. Et pourtant, sur les marchés, on voit les taux remonter. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une revanche du marché sur les gouverneurs? C'est toujours pareil. Un coup de pied de l'âne. C'est toujours la même chose, si vous voulez. C'est que les gens qui sont dans les banques centrales ont tendance à se surestimer intellectuellement. Par exemple, il y a 3-4 ans, les banquiers centraux disaient « je veux de l'inflation ». Il faut qu'on ait de l'inflation, les prix ne montent pas assez. Et ben là, il y en a. Là, ils ont eu ce qu'il fallait. Mais comme le disait ce brave Karl Ottopel, qui était le patron de la Bundesbank quand la Bundesbank existait, il disait l'inflation, c'est comme de la pâte dentifrice. Vous appuyez sur le tube, ça sort, mais pour la faire rentrer, après, pardon, quoi. Une fois qu'elle est sortie, c'est pas... Aujourd'hui, ils ont fait sortir le diable de la boîte, et je me retrouve une deuxième fois en train de vous dire, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que maintenant, comment on règle le problème? Et encore une fois, l'inflation, ça tape surtout les petites gens. C'est-à-dire ceux dont le niveau de vie dépend des 3 prix, le loyer, l'énergie, et la bouffe. Or, ces 3 prix sont en train de monter comme des fusées à cause des taux d'intérêt négatifs qui ont eu lieu il y a 5, 6, 7, 10 ans. Les choses prennent du temps à se mûrir. Alors, comment on fait la différence entre l'inflation qui est due à des raretés de produits et l'inflation qui est due à la hausse de la masse monétaire? Parce qu'il y a le grand débat où on voit les gens qui disent oui, mais non, c'est pas à cause des trillions, c'est à cause de... Bien sûr, mais la différence, c'est qu'ils ne pensaient pas qu'il y aurait de l'inflation. Alors, les premiers, on les appelle la hausse des prix. Les deuxièmes, on l'appelle l'inflation. L'inflation, ça veut dire une hausse de la masse monétaire. Donc, vous savez qu'il y a eu des hausses des prix dans le passé, comme par exemple la guerre de Corée. Quand la guerre de Corée est arrivée, on a eu besoin de beaucoup d'acier et tout, donc les prix sont beaucoup montés. Puis 2 ans après, c'est retombé au niveau où c'était avant, puis il n'y a pas eu d'inflation. Il n'y avait pas eu d'inflation, ils n'avaient pas monétisé. L'inflation, comme le disait... ce qui était très malin de la part de Milton Friedman, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Ce qui est très malin parce qu'il ne disait pas la hausse des prix, il disait l'inflation, puisque l'inflation et la hausse de la masse monétaire, c'est la même chose. Et ça se termine toujours à l'arrivée par des hausses des prix. Mais les hausses des prix ne sont pas forcément causées par de l'inflation.
Il peut y en avoir des accidents. C'est ça. Bah, si vous avez une très mauvaise récolte, par exemple, la Révolution française a probablement été causée par le fait qu'il y avait eu une vague de froid, et que pendant 3 années de suite, il y a eu des récoltes de blé misérables, donc les gens crevaient la dalle, et puis il y a eu la Révolution qui a commencé. Donc ça, c'était des hausses de prix, c'est simplement parce que la quantité de produits avait baissé. Comme tous les problèmes de logistique qu'on a eu avec la crise des mesures anti-Covid, c'est un problème de hausse des prix. De hausse des prix, mais avec la réponse, ça a été de créer de l'inflation. Et maintenant, on a eu les hausses des prix, et maintenant on va avoir l'inflation. Qui entraînera un deuxième tour dans la hausse des prix. Et là, on a un phénomène d'emballement. Et surtout, les prix ne reviennent jamais là où ils étaient avant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on rentre sur une espèce de pente haussière. Et là, vous voyez, là, dans le fond, la monnaie perd de sa valeur. On revient toujours à la monnaie. Ça veut dire que votre billet d'1 dollar ou votre billet d'1 euro, il vaut toujours moins avec le temps qui passe. Et c'est l'idée de base d'une politique keynésienne, puisque ces corniotes keynésiens pensent que pour que l'économie a des récessions, parce qu'il y a un excédent d'épargne. Ce qui est d'une imbécilité rare, mais c'est ce qu'ils croient. Les banques centrales sont gérées depuis 20 ans par des keynésiens. Eh ben, on en a le prix. C'est-à-dire que comme il n'y a plus d'épargne, il n'y a plus d'investissement. Comme il n'y a plus d'investissement, l'économie se viande. Et comme il n'y a pas eu d'investissement, les prix s'envolent. Parce qu'aux keynésiens, on répondra à la règle d'or de Maurice Allais. Voilà. En disant, qui disait, les taux d'intérêt doivent être toujours sur le taux de croissance du PIB, de façon à ce que personne ne subventionne personne. Ni le rentier, ni l'entrepreneur. Ni l'entrepreneur, c'est le marché qui décide ça où doit aller. Alors, le marché, encore une fois, je me tue à le répéter aux gens, il se trompe tout le temps, mais il se corrige tout le temps. Donc, il se trompe petitement, et puis, ce qui fait que quand on regarde sur 20 ans, ben, il ne se trompe pas. Parce que mais le génie financier, lui, il se trompe peu, mais quand il se trompe, ça amène un désastre. Et aujourd'hui, on est en train d'arriver à un désastre. Comment est-ce qu'on peut expliquer la relation entre l'inflation, la maîtrise de l'inflation et les taux d'intérêt, sachant qu'on a fait la différence entre hausse des prix et inflation? On imagine qu'en montant les taux d'intérêt, on maîtrise l'inflation parce qu'en fait, on régule la quantité de monnaie. Mais si on part sur une hausse des prix, est-ce que monter les taux d'intérêt, ça marche? Il faut qu'à un moment, c'est ce qu'avait fait Volcker en 1979-80, c'est qu'il faut que les taux d'intérêt passent au-dessus du taux de croissance, de la hausse des prix. Oui, mais ça, il a pu le faire aux États-Unis parce que le dollar est une monnaie mondiale. Oui, mais tous les pays qui sont en train de se cracher dans une inflation terrible, quand ils montent les taux, ça ne fait pas forcément des miracles. En tout cas, ce qu'il faut, c'est déclencher une hausse du taux d'épargne, que les gens achètent moins. Vous savez, l'inflation, l'inflation, c'est toujours trop d'argent qui galope derrière, pas assez de produits. Donc, la façon dont vous réglez le problème, c'est que vous montez les taux, ce qui fait que la vélocité de la monnaie s'écroule et que le trop d'argent disparaît. Donc, en gros, on vient baisser le pouvoir d'achat, quoi. On vient baisser le pouvoir d'achat, sauf du rentier. On fait monter le pouvoir d'achat du rentier. Enfin, du gars qui a de l'argent. Oui, pour mettre l'épargne. De façon à faire monter l'épargne. Et c'est pour ça que je souris finement. Vous savez, je suis d'une nature subtile. Mais quand je vois qu'on me dit que la politique monétaire est en train de devenir restrictive aux États-Unis, ils sont en train de passer de moins 6 à moins 5,5 en termes réels. Donc, on a vu plus restrictif. Voilà, moins 5%. C'est-à-dire que le gars qui a une épargne, il perd plus que 5,5% par an à la place de 6% par an sur son capital. Ça me paraît pas très dissuasif, si. Je suis pas banquier central. Est-ce que le marché, à un moment, le problème c'est que si on veut remonter les taux, les banques centrales ne peuvent objectivement pas le faire, sinon elles explosent la dette. Oui, c'est pour ça que comment le marché va arbitrer ça? Moi, si vous voulez, la seule façon, c'est... On est en train d'assister à une perte totale de confiance dans les marchés obligataires. Je ne sais pas si vous avez vu la performance des marchés obligataires, sauf en Chine. Peut-être quelques personnes ont remarqué que j'avais recommandé les obligations chinoises parce que, comme chacun le sait, je suis payé par le bureau politique du PC chinois, mais je suis fait ça parce que je pensais que c'était les seuls qui ne baisseraient pas. Donc, elles sont en hausse de 13%, c'est pas mal. Alors que tout le monde est en baisse de 10%. Donc, vous avez un effondrement des marchés obligataires. Comment vous redonnez confiance? Soit vous montez les taux à des niveaux énormes, soit, c'est une idée que m'avait donnée Milton Friedman, encore une fois, qui était un grand homme, même s'il mesurait 1,50 m.
C'était génial ce type. Et il disait, vous savez ce qu'il faut faire à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplement fermer toutes les banques centrales, les remplacer par ordinateur, réévaluer l'or à 10 000 et gager les obligations sur l'or. Et à ce moment-là, les gens gardent leurs obligations, puisque l'inflation va immédiatement tomber à zéro, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut qu'on enlève le pouvoir de créer de la monnaie au système politique. Mais ça, c'est ce qu'a fait Poutine il n'y a pas longtemps. Oui, exactement. Il faut expliquer le coup, là, parce qu'en fait, en Lui, gros, quand on ne peut plus s'échanger d'euros et de roubles, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, vous acceptez pas mes roubles et je ne peux pas utiliser vos euros, donc ce qu'on va faire, si vous voulez, c'est qu'il y a un truc au milieu qui s'appelle l'or, et on va fixer l'or à 5000 roubles le gramme, et si vous voulez acheter mon pétrole, eh ben, vous pouvez me donner soit des roubles, soit de l'or. Et comme il n'y a pas de roubles... Mais ça veut dire qu'il a instauré un prix plancher à l'or. Et voilà, il y a le put sur l'or maintenant. Le put de Poutine. Le put de Poutine, oui, c'est ça. Et ce put, en fait, l'idée, c'est que... Si, plus le rouble montera, ce qui risque d'arriver, parce que les gens vont essayer de... Plus le rouble montera, plus le gaz russe deviendra cher. Vous devrez le payer en or. Donc il est en train de dire, je veux bien vous vendre des ressources finies, comme mon gaz, puisque un jour mes gisements s'arrêteront, mais je ne vais pas vous les vendre contre des petits bouts de papier coloré qui s'appellent des billets de banque, là. Je vais vous le vendre contre une autre ressource finie qui est de l'or. Ce qui n'est pas con. Et ça a quelles conséquences, ça ça empêche toutes les autres de tous les autres pays de créer des petits bouts de papier pour payer leur déficit. Il va falloir qu'il y ait, dans l'autre sens, ils donnent des produits. Alors si je reformule, est-ce que la taille du marché russe et de ses exportations est suffisante pour déséquilibrer l'euro et le dollar? Enfin, surtout l'euro, parce que le dollar, ils sont un peu autonomes. Mais... La réponse est en taille de PIB, comme le font tous les imbéciles. Non, sur les balances. Les balances, etc. Mais en fait, l'économie mondiale, depuis un certain temps, ça commence avec des matières premières, de l'énergie, puis de l'acier, du nickel, et ça arrive à la fin avec un produit fini. Mais en principe, les matières premières, elles sont produites ici, et le produit fini, il est produit ailleurs. Et là où de la quasi-totalité de la valeur ajoutée apparaissait, c'était là. C'est-à-dire que c'est pas en élevant des vaches que vous faites des sacs Hermès, mais c'est avec le cuir, etc. Mais il se trouve que toute la valeur ajoutée est faite pas avec la vache, mais avec le... C'est la mondialisation, en fait, on a envoyé toute la matière première et toutes les inputs pas cher là-bas. À droite, voilà. Et puis tout le profit apparaît ici. À gauche, voilà. Et ce que dit Poutine, c'est si vous n'avez pas les matières premières pour commencer, vous n'avez pas le sac Hermès à la fin. Donc c'est moi qui vais décider du prix des matières premières. Je recapture une partie de la valeur ajoutée. Alors justement, quelle est la taille de la Russie dans les matières premières, c'est gigantesque. Alors c'est combien gigantesque? Si vous voulez, par exemple, allez, c'est à peu près 40% des exportations de blé. Dans le monde. Dans le monde, c'est le deuxième exportateur de gaz, c'est le premier exportateur de pétrole, c'est le deuxième exportateur de charbon. Donc, si vous voulez, c'est le premier exportateur de nickel. Enfin, je crois qu'ils sont dans les matières premières, ils sont gigantesques. Et si la Chine s'y met avec? La Chine, elle, c'est un consommateur de matières premières. Mais donc, si vous voulez, le choix qu'avait l'Europe il y a 20 ans, allez, mais qu'elle n'a pas fait, c'était la Russie, c'est dans le fond le réservoir de matières premières pour le monde, parce que d'abord c'est immense, et puis ensuite c'est là où il y en a. Bon. Donc la Russie nous a dit, écoutez, on va essayer de faire un accord Europe-Russie. Moi, je serai la matière première, vous serez la production, et on sera heureux comme des cochons dans la bauche, quoi. Et les Américains ont dit, il n'en est pas question. Donc on se retrouve, nous, Europe, transformateurs de matières premières, qui n'arrive plus. On n'en a plus. Et la Chine, qui était de l'autre côté, dit, mais moi j'en veux. Donc on va vers un rapport Chine-Russie, qui est débile, et qui est le suicide de l'Europe. Oui, c'est-à-dire que dans toute cette grande carte, les États-Unis, ils peuvent s'en sortir? Ils peuvent s'en sortir parce qu'ils ont des matières premières, ils ont des tas de choses. Ouais. Mais ils ne veulent pas que la Russie et l'Europe s'allient. Donc en fait, les États-Unis peuvent avoir un sursis à ceci près de leur déficit mondiaux, mais par contre, en Europe, on se retrouve entre le marteau et l'enclume.
Ben, en Europe, on se retrouve, oui, à l'évidence, les Américains sont prêts à se battre jusqu'au dernier Européen, quoi. Et donc on risque de se retrouver, nous, les dindons de la farce. Et ça, aujourd'hui, à la vitesse où vont les choses... Ça viendra très vite. Parce que... Sur les stocks d'or et tout, du coup, ce qui est marrant, c'est que si on raisonne en flux physique, on n'imprime pas de l'or, on n'imprime pas du blé, donc comme ça, on doit pouvoir arriver à calculer une vitesse de développement des emmerdements. Oui, mais surtout, mais encore une fois, si vous voulez, pour l'instant, ça n'a pas commencé, puisque la Russie continue à nous livrer du pétrole et du gaz comme des fous. Alors, ouais, c'était au 1er avril, il disait, vous payez au 1er avril, sinon ça ne va pas vous faire rire. Et là, apparemment, Didier nous disait qu'il y avait 30 jours. Un mois de... Voilà. Normalement, si vous voulez... Le gaz du 1er avril, il est payable au 30. Voilà. Et donc, on arrive à un moment où, bah, si les Russes ne payent pas, si les Européens ne payent pas en rouble ou en or, ben, ils n'ont plus de gaz. Pas d'argent, pas de Suisse. Vous savez, comme on disait autrefois dans l'armée française, puisque les troupes suisses, on avait plein de... Ben, le roi de France, les Suisses lui disaient pas d'argent, pas de Suisse. Ben là, ça va être pas d'argent, pas de Russe. Et votre argent ne vaut plus rien. Et au niveau de la gigantesque pyramide des produits dérivés, parce qu'en réalité, le monde financier est bâti sur des produits dérivés qui sont des produits symétriques. Qui sont des produits symétriques, qui sont un jeu à somme nulle. La quasi-totalité des produits dérivés dans les marchés, c'est des assurances. C'est-à-dire que, je ne sais pas, Air France à la trouille, c'est l'exemple que je donne toujours, mais Air France à la trouille que le prix du pétrole monte. Donc, ils achètent une protection auprès, par exemple, de la société de pétrole russe. Parce que comme ça, si le pétrole monte beaucoup en Russie, bah, ils sont contents, les Russes, mais ils sont pas mécontents de vendre en plus une protection à Air France. Si par exemple le pétrole baisse, bah, ils toucheront moins la protection. Donc il faut imaginer les marchés dérivés comme des produits d'assurance. C'est une immense somme d'assurance et de réassurance, les produits dérivés. Mais on voit bien que s'il y a un des gars qui avait offert une assurance, comme par exemple AIG ou Lehman Brothers en 2008, qui dit vous êtes désolé les gars, je ne peux plus assurer, l'assurance que je vous avais vendue, elle ne vaut plus rien, à ce moment-là, le gars qui se croyait protégé, il n'est pas protégé, et il peut sauter aussi. C'est-à-dire que si, d'un seul coup, on dit, ben non, l'assurance vendue par Rosneft, la production de pétrole en Russie, ben, Rosneft dit, je voudrais bien vous transférer du pognon, mais je ne peux pas, parce que... Voilà, vous m'avez interdit de faire. La BCE me l'interdit. Ben à ce moment-là, Air France saute. Parce qu'elle doit payer son pétrole à 120 d'un seul coup, à la place de le payer à 40 où il était assuré, quoi. Et donc, ça déclenche des jeux à somme nulle, ça marche, tant que ça reste à somme nulle. Mais si d'un seul coup, il commence à y avoir un des joueurs qui se met à perdre, ben à ce moment-là... Jusqu'à quel point c'est intriqué tout mais complètement. Ce contrat. Mais complètement, et personne n'y comprend rien. Surtout, je veux dire, c'est que des contrats, il y en a dans tous les sens, il y en a des milliards. Je crois que les produits dérivés, par jour, ça fait plus que le PIB mondial, quoi, par an. Donc, c'est pour vous dire, il se passe des trucs, là, personne n'y bite rien. Donc, en gros, mettre un gros coup de pied dans c'est pas forcément une bonne idée. Dans toute cette pyramide qui fonctionne, a priori. Non, mais il y a des trucs auxquels on ne touche pas, quoi. Vous savez, c'est ce que je dis toujours. Il y a des endroits d'où le législateur doit s'approcher avec une sainte trouille, si vous voulez. Il y a des trucs qu'il ne faut pas toucher parce qu'on ne comprend rien. Moi, je suis vachement... On ne comprend rien au niveau global, c'est-à-dire que chacun sait qui il doit combien. C'est ça. Donc ça marche bien. Ça marche bien, et ça marche bien tant que personne s'en occupe. Tant qu'on ne regarde pas trop au global, quoi. Parce que sinon... Et surtout si on donne un énorme coup de pied et que la moitié... C'est l'exemple que je donne, c'est que vous avez assuré votre maison contre l'incendie. Vous vous réveillez le matin, vous apprenez dans le journal que votre compagnie qui vous assurait a fait faillite et qu'elle n'assure plus rien du tout, ben vous vous précipitez pour racheter à n'importe quel prix, parce que vous dites, bon, mais parce qu'à ce moment-là, ce sera à n'importe quel prix, parce que vous ne serez pas... Et donc, vous êtes à découvert contre un risque contre lequel vous pensez que vous étiez assuré. Et donc ça, encore une fois, s'il y a tellement de milliards de transactions, et ça joue dans tous les domaines, ça joue... sur le marché d'échange, ça joue sur le... Ben, je vous donne l'exemple des gens, par exemple, qui avaient acheté des obligations russes, qui étaient un excellent placement, qui vous donnaient du 9% avec une inflation qui était raisonnable et tout. Bon, ben, aujourd'hui, c'est tombé à zéro. Bon, c'est pas que c'est tombé à zéro, c'est-à-dire que les obligations russes valent toujours de l'argent, mais vous pouvez plus... Il n'y a plus de marché. Bon, il n'y a plus de marché. Bon, mais mettons que vous ayez mis
ces obligations russes sont garanties dans une banque suisse pour acheter une maison. Ben, la banque suisse va vous appeler en disant... Appel de marge. Vous lui dites, attendez, moi je... oui, mais ça vaut 0. Et la banque suisse va mettre notre maison en vente. Alors, ça, faut le détailler. L'idée, c'est que quand moi, si j'ai, pour une maison, on va dire 500 000 euros en actions Gazprom, voilà. Je vais voir mon banquier qui me fait un prêt lombard. Ouais. C'est-à-dire, il me dit, si tu as 500 000 de Gazprom, je te prête 250 000. Voilà. Avec les 250 000, j'achète ma maison. Oui, absolument. Voilà. Et le problème, c'est que lui, il dit d'accord, mais la maison, je garde le gage. Parce que si jamais l'action Gazprom tombe en dessous de 250 000, tu remets de l'argent ou je vends ta maison et on est quitte. Voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Gazprom, a priori, n'a pas fait faillite, loin s'en faut. Loin s'en faut. Il gagne $1 milliard de plus par jour, je crois. Mais sa valeur comptable est à 0 parce que le gouvernement a décidé. Parce qu'on a interdit les transactions d'actions, c'est plus coté. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de marché. Il n'y a plus de marché. Donc, mon banquier suisse, il me dit, tes actions Gazprom, elles valent 0. Donc, donne-moi 250 000 euros sinon je prends ta maison. Oui. C'est ça le truc. Mais ça se passe. Et ça s'est fait, ça. On a vu des cas où des mecs se font liquider, là. Ils se font. Ce qu'on appelle être liquidés. Mais les banquiers suisses, ils sont vachement bons là-dessus. Parce que lui, il est très content. Il dit je vais liquider une maison à 500 000 pour un gars qui me doit 250. Et je vais d'abord le liquider lui, puis ensuite je prendrai la maison pour pas cher. Moi, j'avais des actions russes. Et en fait, sur mon compte bancaire en Suisse, là, c'est tombé à moins 70% avec leurs conneries. Et du coup, maintenant, c'est à moins 70. Mais c'est pas 0. Mais je peux pas y toucher. On ne peut pas les vendre, mais s'il y avait eu un prêt contre ces actions, ça le tend les gars. Hein. Mais à moins 70, pas à 0. Oui, mais ça fait rien, moins 70. C'est déjà pas mal. Donc c'est ça. Et ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des opérations comme ça. Un autre exemple qui est comme ça, c'est que... Alors qu'en réalité, maintenant, elles valent plus cher qu'avant. Si on prend le cours du rouble avec le prix de Gazprom, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais ça fait rien. Mais moi, c'est valorisé à moins 70 sur mon portefeuille. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, ça veut dire qu'on a rendu complètement illiquide un actif qui était liquide, qui permettait de développer vos affaires, vous avez fait un bon investissement, ça marchait bien, ça payait des bons dividendes, et puis... moi, je peux même pas les vendre. Même à moins 70, il n'y a pas de marché. C'est comme s'il y avait non, on a 10, ça n'a plus de valeur marchande. On arrête de... Voilà. On arrête de jouer. Ça n'existe plus. Mais si vous mettez, je sais pas quel... Mais il y a des dettes dans le monde entier. Un crédit, il y a un crédit, un débit est toujours adossé à quelque chose, à un crédit, à une valeur quelconque. L'argent ne disparaît pas. L'argent ne disparaît pas, mais par contre, ce qui peut disparaître, c'est la possibilité de mobiliser cet argent. Et donc à ce moment-là, tous les gars qui avaient mobilisé cet argent pour faire des opérations à droite et à gauche, ils se retrouvent foutus. Mais alors comment ça se passe aujourd'hui? Pourquoi on ne voit pas des bouchons qui sautent? Parce que là, ils ont tout gelé. Là, le coup de pied dans la fourmilière, il est là. Mais alors, ils sont avec Franco, là. Et puis surtout, ils continuent. Pourquoi arrêter? Il y a eu un coup de pied, maintenant ils sautent dessus à pieds joints. Ce qui se passe, c'est que ce genre de truc, ça met du temps. C'est-à-dire que, par exemple, vous regardez AIG et Lehman Brothers, ça commençait à sentir le renard vers juillet-août, c'est là où les fonds de la BNP enfermés, etc. En juillet, oui. Et en septembre, c'était de la catastrophe, quoi. Donc il faut 2-3 mois pour que le gars appelle, fasse leur compte, les comités d'investissement se réunissent. Vous savez, ces choses-là prennent du temps. D'accord, donc c'est le temps postal, on va dire, le temps administratif qu'on est en train de vivre. Là. On est en train de vivre le temps administratif jusqu'au moment où le type se réveille en disant mais il a plus de pognon, lui. Il a plus de pognon, et puis du coup, moi, j'en ai plus non plus. Donc... Je suis plus assuré, moi, alors. Exactement. Donc c'est ça. On est dans le moment où... c'est un peu comme quand les Allemands étaient en train de liquider la Pologne en 1940 et que nous, on était sur le front en se disant pour l'instant, ça se passe bien. Quoi. Il n'y a pas d'Allemands ici. Évidemment, ils étaient tous en Pologne. On rigole, mais c'est affreux. C'est affreux. Mais du coup, ça veut dire on peut que rire. Dans ce scénario-là, ça veut dire qu'on est dans l'œil du cyclone. Oui. Concrètement, parce qu'en fait, l'énergie est en train de s'accumuler et il va y avoir la foudre. En gros, on peut pas y échapper là.
Il n'y a pas grand-chose qui vous permette d'échapper, si ce n'est d'essayer d'avoir dans vos portefeuilles, si j'ose dire, ce que j'appelle des valeurs antifragiles. Vous savez, c'est là où on revient au travail qu'on a fait avec Didier. L'or et les obligations chinoises aujourd'hui sont antifragiles. Ceux qui avaient ça depuis 1 an ou 2 ans, pour l'instant, ils passent les... Entre les gouttes. Ils passent entre les gouttes. Ça bouge, mais ça bouge beaucoup moins que pour celui qui est 100% en valeur fragile. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on a développé dans la lettre de ce mois-ci qu'on rédige avec Didier. C'est 2 choses, c'est les indicateurs de crise. Oui. Parce que dans tout ce qu'on vient d'expliquer, il y a des indicateurs qu'on peut surveiller pour voir Absolument. À quel point on tend l'élastique. Voilà, c'est ça. Et donc ça, faut que je publie ça demain parce que j'ai pas eu le temps encore, mais voilà, c'est prêt. Et l'autre chose, moi, sur laquelle je me concentre, c'est d'établir en fait les moyens d'échapper à un contrôle d'échange et à un contrôle des capitaux. C'est-à-dire qu'on vous pique votre pognon, quoi. C'est-à-dire on vous dit, vous avez pas de priorité à vous, mais par contre, c'est moi qui décide de ce que vous en faites. Parce qu'en réalité, quand on va avoir des assureurs qui sautent ou des mecs qui se font rectifier parce qu'ils sont plus couverts ou je sais pas quoi, moi, mon premier réflexe, c'est de dire putain, faut se barrer. En tant que si j'ai de l'épargne. Mais dans quoi? Mais l'or, la crypto, le machin, en tout cas se barrer ou investir en Turquie ou j'en sais rien. Des trucs tout est bon à prendre quand la maison brûle, quoi. C'est ça, absolument. Mais moi, si je suis Macron ou Van der Leyen ou je sais pas qui, à un moment, je vais vouloir empêcher l'argent de partir. Ah c'est toujours pareil. Mais c'est ce que je me tue à dire. C'était la grande phrase de Léon Blum qui disait le mur de l'argent. Vous savez, quand il s'était fracassé en 36-37, il avait dit « Je me suis fracassé contre le mur de l'argent ». Et je me suis dit, encore un qui n'a rien compris, parce que l'argent, c'est pas un mur, c'est liquide. Ça sort par les fenêtres, ça sort en dessous des portes, ça part à gauche, ça part à droite. C'est vachement difficile de contrôler l'argent. Donc ils vont essayer de nous mettre des contrôles, ça c'est sûr, tout en sachant que ça n'a jamais marché. Et du coup, ce que je développe là dans la lettre, et je vais vous en parler parce que c'est assez rigolo, mais aujourd'hui avec tout ce qui est blockchain, je ne parle pas forcément de Bitcoin, mais toute la crypto, on peut associer chaque entité. Oui, on peut associer on peut prendre des stratégies où ça vous permet de sortir, quoi. Par exemple, les Russes qui avaient des cryptos, ils peuvent venir en Europe et dépenser de l'argent. Oui, puis Martine, qui était à la banque, au guichet de la banque, elle fait la queue à la frontière polonaise pour passer. Donc il n'y a plus personne au guichet pour faire des opérations. Non. Mais du coup, l'idée, c'est de dire, pour chaque entité, moi je suis une entité, mes entreprises sont des entités, et en fait, on peut adosser un wallet crypto à chacune de ces entités, et ensuite, tous les flux, les dividendes, les impôts, les comptes courants d'associés, les paiements de factures, on peut les faire passer hors système bancaire. Ça, c'est bien ça. Et ce qui est rigolo, et je voulais me demander, j'ai l'impression qu'il y a 2 niveaux légaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on veut faire un contrôle des capitaux, je suis pas sûr qu'on interdise aux gens directement en disant t'as pas le droit de, t'as pas le droit de. Non. Mais on dira aux banques et aux assureurs, vous n'avez pas le droit de, vous n'avez pas le droit de. Et c'est les banquiers et les assureurs qui vont venir nous chercher des poux. Oui. Mais moi, si j'ai mon circuit parallèle au circuit bancaire, je suis dans la loi. Absolument. Donc je me dis, il y a peut-être une échappatoire. Encore une fois, les cryptos, on en a discuté ici avec un gars qui était très compétent. Et on est arrivé à la conclusion que ce n'était pas une façon d'échapper à l'État, mais c'était une façon d'échapper au système financier. Au règlement. Au règlement. On se soumet à la loi, parce que c'est la loi, mais par contre, les règlements, ça ne nous concerne pas, nous. Non, parce que vous ne servez pas des systèmes réglementés. J'ai aucune contrainte d'anti-blanchiment d'argent ou je sais pas quoi quand je fais mes courses à Carrefour. Non. Donc, et du coup, on réfléchit à ça. Ça paraît une bonne idée, ça, parce qu'en effet, c'est une utilisation intelligente des cryptos. Et donc, c'est une façon, non pas d'échapper à la loi, mais d'échapper à la réglementation bancaire et financière. Parce que je les vois mal nous interdire de dire vous n'avez plus le droit de faire. C'est trop gros. Trop frontal. C'est trop frontal, donc ils vont nous dire vous avez le droit de le faire, mais le gars à qui vous adressez, lui, il n'aura pas le droit. C'est le coup qu'ils nous font sur le cash, c'est le coup qu'ils nous font... Même sur l'or, moi j'ai un de mes amis qui a voulu acheter de l'or, il est passé par le système informatique de sa banque pour acheter son or, c'est devenu tout rouge. On lui dit, donc c'est une banque qui est détenue par une autre banque, le conseil d'administration pour un achat d'or qui devait faire quelques dizaines de milliers d'euros, c'était pas énorme. Donc le conseil d'administration de la première banque s'est réuni et a demandé l'avis du conseil d'administration de l'énorme deuxième banque qui était au-dessus. Pour un achat d'or, dans le fond, s'il y avait un truc que les Français achetaient depuis la nuit des temps, c'était de l'or, quoi. Tous les tuyaux sont là, c'est connu. C'est connu. Et c'est pas spéculatif, l'or. Oui, c'est plutôt stable, c'est un peu pépère, quoi.
Donc voilà, ce dont il faut bien que les auditeurs se rendent compte, c'est que toutes les règles qui fonctionnaient depuis 1945 sont en train de péter. On est en train de rentrer en no man's land, dans un truc où on va réinventer des règles. Et donc il faut rester, votre solution est la bonne, il faut rester dans des situations de flexibilité, c'est-à-dire être capable de bouger. Il faut pas se bloquer dans des trucs. Il faut rester pas les deux pieds dans le même sabot, comme on disait en France. Bien se souvenir que, comme le disait Saint-Just, l'ennemi de tout citoyen, c'est son État. Il faut bien se souvenir de ça. L'État n'est pas là pour vous rendre service. Il est là pour vous tondre. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.